Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du cours sur la vie d'un animal avec l'exemple de la vache. Nous avons vu dans la première partie les fonctions de relation et les fonctions de nutrition. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le troisième type de fonction vitale, les fonctions de reproduction. Puis nous terminerons par les interrelations entre fonctions qui permettent la stabilité du milieu interne, ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est nécessaire au fonctionnement normal de l'organisme. Commençons par les fonctions de reproduction. Les fonctions de reproduction, ce sont les fonctions vitales qui assurent la survie de l'espèce en permettant la production de nouveaux individus. Concrètement, elles comprennent la formation des gamètes, la rencontre des gamètes, la fécondation, le développement de l'embryon, la naissance et les soins apportés aux jeunes. Commençons par la production des gamètes, leur rapprochement, puis la fécondation, ce qui permet de faire une cellule œuf. Alors cette partie-là va être très rapide, car ceci est bien mieux vu dans le cours de l'année prochaine sur la reproduction. Alors comme chez tous les mammifères, dans l'espèce Bosterus, qui est l'espèce de la vache, donc il y a gonochorisme, les sexes sont séparés. Donc on est soit mâle, soit femelle. Alors il y a du vocabulaire qui est associé selon si c'est mâle ou femelle et selon si c'est mature sexuellement ou pas. Dans le cas des mâles qui sont donc des veaux quand ils sont petits, ils vont donner plus tard des taureaux ou s'ils sont castrés, des bœufs. Et les femelles donneront les génisses puis les vaches ensuite. Alors quand je regarde l'appareil génital femelle ou l'appareil génital mâle, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu lors de la dissection avec la souris. C'est pour ceci que là j'ai remis l'appareil génital mâle de la souris. Chez le taureau, c'est exactement le même principe. Donc il y a des testicules, qui sont donc les organes qui permettent la formation des gamètes, les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes maturent dans l'épididyme, puis ensuite empruntent les canaux appelés spermiductes, puis se retrouvent ensuite au niveau du pénis, puis ressortent. Alors il y a du liquide qui est formé, le liquide du sperme, qui est formé par les glandes vésiculaires, coagulantes et la prostate. Je renvoie encore ici au TP souris. L'appareil urogénital est mis en commun à cet endroit-là. Ce n'est pas du tout le cas quand on regarde la femelle. Au niveau de la femelle, effectivement, l'appareil urinaire et l'appareil génital sont séparés. On le voit ici en vue souris ventrale, on le voit ici en vue latérale gauche. Donc nous avons, concernant l'appareil génital, les gonades qui s'appellent les ovaires, qui font les gamètes qui s'appellent les ovules. Puis ensuite, il y a tout un système de conduction pour les spermatozoïdes qui s'appelle l'utérus, où il y aura d'ailleurs la gestation. Et ici, il y a le vagin. C'est séparé de l'appareil urinaire que l'on voit ici en grisé, avec le rein, les uretères, la vessie et l'urètre qui est ici. L'appareil génital femelle ressemble assez à celui qu'on a vu chez la souris, même s'il n'y a pas des cornes utérines comme chez les glires, mais qu'ici on est chez les ruminants. On n'est pas encore comme chez les primates, où là il y aurait une fusion, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Alors, la maturité sexuelle, elle est atteinte vers l'âge de 1 an à peu près. Et la formation des gamètes, elle est contrôlée par les hormones sexuelles, comme la testostérone chez le mâle, ou chez la femelle, les œstrogènes, les progestérone, et bien sûr les hormones de l'hypophyse, comme la LH, qui vont influencer la gamétogenèse et les caractères sexuels secondaires. Alors, une fois que les gamètes sont produits, voire le cours de l'année prochaine, les gamètes vont se rapprocher, de telle sorte qu'il y a fécondation. Alors, c'est pas comme en milieu aquatique ici, c'est pas comme la moule qui balance ses gamètes et puis les gamètes ensuite vont se rapprocher grâce à l'eau. Ici, ce sont les parents qui vont se rapprocher en fait. Il y a pour ceci une communication intraspécifique. À savoir que tous les 21 jours à peu près, la vache elle va rentrer en chaleur, c'est ce qu'on appelle l'œstrus. C'est une période d'acceptation du mâle. Ceci se fait juste avant l'ovulation, ce qui va optimiser les chances de fécondation justement. Donc il y a plusieurs manifestations, des manifestations visuelles comme des tentatives de chevauchement que l'on voit ici, de l'agitation, des beuglements fréquents, des émissions de phéromones aussi, qui fait que tout ceci va être reçu par le taureau en fait, et qui va arriver pour l'accouplement. Alors l'accouplement, c'est un dépôt de gamètes mâles dans le vagin de la femelle par un organe copulateur qui s'appelle le pénis, ce qui permettra justement la rencontre des deux types de gamètes. Alors ici, c'est un schéma qui se passe après, mais bon, l'idée c'est que donc l'ovule gamète femelle donc, est déposé au niveau de l'oviducte ici, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin, et les spermatozoïdes vont remonter et donc vont venir rencontrer, donc un spermatozoïde va pouvoir faire la fécondation avec un gamète femelle qui est ici. Ça a lieu dans l'oviducte. Tous les mécanismes, encore une fois, voir l'année prochaine, le péristaltisme, les mouvements ciliaires de l'épithélium utérin qui vont favoriser la rencontre, en plus du déplacement des spermatozoïdes grâce au flagelle, le sperme étant un milieu liquide. Donc l'idée c'est que ici chez la vache, la fécondation elle est interne. Elle est à l'intérieur de l'appareil génital femelle. Ça, c'est tout à fait une adaptation au milieu aérien.
puisque ça évite le dessèchement des gamètes et donc leur mort. Hein, et en plus, le milieu aérien n'est pas porteur, alors qu'ici, les spermatozoïdes dans l'appareil génital femelle donc, ne tombent pas par terre, on peut dire, hein, et peuvent donc circuler dans le liquide qui est ici, et donc rejoindre le gamète. C'est une règle du milieu aérien. En milieu aquatique, effectivement, la fécondation que l'on a par exemple chez les poissons ou que l'on a chez la moule, nous comme on l'a vu en TP, c'est une fécondation externe, ce n'est pas dans l'appareil génital femelle. Passons ensuite donc à la gestation et à la parturition qui vont permettre d'aboutir à la naissance d'un nouvel individu. Alors chez la vache, le développement embryonnaire se fait au sein de l'appareil génital femelle, c'est ce qu'on appelle la gestation. Et l'embryon, il va être, on ne le voit pas ici mais on le verra tout à l'heure, alimenté par la mère. Il y a ce qu'on dit viviparité. Ce développement embryonnaire, donc gestation puisqu'il se fait dans l'utérus, dure à peu près 9 mois ici. Et comme chez l'homme, il y a un œuf à la fois chez la vache. Donc au début, l'œuf va se diviser plusieurs fois par des simples mitoses, hein, et puis très vite, il va venir s'accoler à la muqueuse utérine, c'est ce qu'on appelle l'implantation. Et à ce moment-là, il va se mettre en place des annexes embryonnaires, des structures que met en place l'embryon lui-même, mais qui ne font pas partie de son corps, qui s'appellent le placenta et l'amnios. Alors ici, on voit bien, y compris chez l'espèce humaine ici, donc le sac, ça qui est en bleu, ça s'appelle l'amnios, et cette portion qui est ici, hein, qui donc est ici, mais qui en fait tout le tour ici, ça s'appelle le placenta. Alors l'amnios, c'est un sac qui est plein de liquide, qui entoure l'embryon à terme, hein, et ça encore, c'est en lien avec le milieu aérien, puisque ça permet donc d'éviter la déshydratation du fœtus, et ça va permettre aussi d'amortir les chocs, hein, qui peuvent être violents parfois du fait de la faible viscosité de l'air. Les tétrapodes amniotes, ce sont justement les mammifères, les oiseaux, et, entre guillemets, c'est un groupe non monophylétique, les reptiles. Les non-amniotes, mais tétrapodes, ce sont les amphibiens, qui eux sont bien adaptés via leurs membres chiridiens au milieu aérien, mais qui retournent dans l'eau pour le développement embryonnaire en fait. En plus de cet amnios, il y a le placenta. Alors le placenta, il est mis en place par l'embryon, mais il y a aussi une portion maternelle en fait. On le voit ici, ce sont les deux couleurs. Donc lui, c'est un organe qui est spécialisé dans les échanges mère-fœtus. Alors il est relié, ce placenta, au niveau du cordon ombilical, et en fait tous les nutriments, l'O2, vont venir donc à partir de la mère, passer la barrière ici à cet endroit-là, et ensuite rejoindre le fœtus par le cordon ombilical. Et tous les déchets, le CO2 par exemple, les déchets azotés, vont faire le chemin inverse. En provenance du fœtus, ça va passer dans le sang, et ensuite ça va passer au niveau de la partie maternelle du placenta. Ce placenta, il a une structure vraiment qui est celle d'une structure d'échange en fait. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a déjà une grande surface, il y a beaucoup de replis. Ce qu'on ne voit pas bien ici, mais bon, l'idée, on l'avait vu un petit peu sur le schéma d'avant, c'est qu'il y a des replis qui augmentent la surface artificiellement. Il y a une faible épaisseur entre l'appareil sanguin du fœtus et l'appareil sanguin de la mère. Et en plus, il y a un renouvellement du sang, ce qui permet, comme on avait vu avec la respiration, de maintenir les delta C et donc de maintenir le moteur qui permet justement ces échanges. Les échanges se font donc nutriments et O2 direction fœtus et puis déchets CO2 direction mère en fait. Au bout de 9 mois, donc l'animal va être prêt à naître et c'est ce qu'on appelle donc la parturition ou le vélage. Ou bien chez l'homme on dit l'accouchement tout simplement. Donc ça c'est l'expulsion du fœtus hors des voies génitales femelles. Alors la parturition elle peut se faire toute seule ou bien des fois il y a un vélage assisté justement où le vétérinaire ou bien l'éleveur s'il s'y connaît bien peut aider à la parturition en fait. Et le petit qui en est issu, il ressemble beaucoup à l'adulte. On reconnaît que c'est la même espèce sans problème. On parle de développement direct. Ça s'oppose au développement indirect, par exemple, de la mouche avec son petit qui est l'asticot, qui ne ressemble pas du tout. Comme dans l'espèce humaine, donc il peut y avoir une césarienne, où le vélage assisté donc, consiste à inciser ici pour faire sortir le petit. C'est le même principe. Alors ensuite, on avait dit que dans les fonctions de reproduction, il y a aussi ce qu'il se passe après, à savoir les soins qui sont apportés aux jeunes éventuellement, qui peuvent optimiser les chances de survie de la descendance. C'est exactement le cas chez les mammifères, comme la vache. Donc en fait, la vache, elle fait du lait. Et le lait, donc, alors au début, c'est pas du lait, c'est du colostrum, ça s'appelle, mais ensuite ça devient du lait, le lait que l'on connaît. Ça, c'est tout à fait typique des mammifères. Et le lait, donc, il est sécrété au niveau des glandes. Donc, une glande mammaire
donc il y en a 4, ça forme le pis, et quand je vais voir donc le petit acinus, ça s'appelle, c'est cette structure qui est ici, qui est là et zoomée, je vois donc un épithélium glandulaire qui sécrète plein de lait dans la lumière, le lait rejoint donc la lumière, toutes les lumières se rejoignent, et à la fin, il se retrouve ici, et il ressort au niveau du crayon. Donc il y a les cellules épithéliales, il y a aussi derrière des cellules musculaires qui peuvent, par des fines contractions, donc appuyer sur cet épithélium un petit peu comme si j'appuyais sur une petite poire et donc pour faire sortir en fait. Et autour il y a beaucoup de tissus adipeux, tissus graisseux en fait. Alors le lait il est très intéressant pour le nouveau-né parce que il est intéressant d'un point de vue nutritif bien sûr, il a tout ce qu'il faut pour le développement du jeune. En fait le jeune n'a pas encore de panse fonctionnelle. Il ne peut pas encore digérer la cellulose, il n'a pas encore la mise en place de tout l'écosystème du rumen. Et le lait, il a aussi d'autres choses, notamment des anticorps, qui peuvent apporter une protection immunitaire au veau. Alors le fonctionnement de ces glandes mammaires, il est sous la dépendance hormonale. Alors avant la naissance, effectivement, il y a multiplication et augmentation du volume de la glande mammaire, comme dans l'espèce humaine en fait. Et ensuite, une fois qu'il y a eu la naissance, c'est la tétée, c'est plus trop hormonal, maintenant c'est une stimulation mécanique qui va entretenir en fait la lactation. Si le veau il arrête de téter, normalement la production cesse. Sauf si l'homme mécaniquement il continue de faire la traite justement, ce qui permet de maintenir la lactation. Donc finalement, dans ces fonctions de reproduction, on avait vu que la lactation, grâce au lait, elle prolonge la nutrition assurée pendant la gestation. Et ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie de reproduction qu'on verra nous quand on fera les populations. Ça s'inscrit dans la stratégie qu'on appelle la stratégie grand K, qui en gros c'est on fait peu de descendants, mais on s'en occupe bien, et la mortalité infantile elle est faible. Ça s'oppose à la stratégie petit r, qui est celle de la tortue ou de la coccinelle par exemple, où là au contraire il y a énormément de descendants, mais il y a aussi une mortalité infantile qui est très forte. Ça c'est dans le cours E1 que l'on verra ça. Dernière chose à aborder concernant les fonctions de reproduction, c'est le fait que l'homme il contrôle fortement ces fonctions de reproduction dans un souci économique, à savoir la production de lait ou la production de viande. L'homme, il intervient donc à tous les moments. Il intervient notamment sur le rapprochement des gamètes et la fécondation, puisque l'insémination, elle est majoritairement artificielle. Même si, encore une fois, ça dépend énormément, il y a une grande variabilité selon les élevages. Il y a une sélection qui s'est faite, donc petit à petit, des parents, où l'homme il a sélectionné des parents qui donnaient beaucoup de lait et ce qui aboutit à la création de races à lait, ça s'appelle, comme la Primolstein. Et il a sélectionné aussi donc des races qui étaient plutôt très musculeuses et qui sont devenues ce qu'on appelle des races à viande, comme on le voit ici avec les charolais en fait. Alors l'insémination artificielle se fait par les gens qu'on appelle les inséminateurs, donc qui vont en fait récupérer suite à un achat les spermatozoïdes de taureaux et les injecter au niveau début de l'utérus en fait dans la vache receveuse, la vache qui est en période de chaleur ici. Donc la fécondation elle est contrôlée par l'homme très très souvent, surtout pour les races à viande en France d'ailleurs. Alors il n'y a pas que le rapprochement des gamètes et la fécondation qui est contrôlé, il y a aussi la lactation bien évidemment, puisque la traite elle est utilisée justement pour récupérer le lait. Donc pour les races à lait, le veau il est enlevé très rapidement, dès le 2e jour souvent, et l'homme maintient artificiellement la production de lait par le système de traite ici. L'homme il intervient dans la lactation, on vient de le voir, il intervient finalement dans la gestion de l'ensemble du cycle reproducteur d'une vache. En général, pour une vache à lait, on attend un veau par an et 10 mois de production de lait. Ça, je parle dans le cas des élevages très intensifs. Alors, comment ça fonctionne? Donc, une fois qu'il y a eu l'insémination artificielle, donc il y a développement de l'embryon du fœtus jusqu'à la naissance pendant 9 mois. Une fois qu'il y a la naissance, donc il y a la lactation qui se met en place, maintenue artificiellement par l'homme. Et au bout de 3 mois, il y a le retour des chaleurs. Une fois qu'il y a eu le retour des chaleurs, il y a l'insémination artificielle, donc on revient ici. Et on refait la même chose, sachant que la production de lait continue. La traite continue, même si la vache elle est gravide en fait. Alors, sauf les 2 derniers mois où là, il y a une compétition entre la fabrication de lait et le développement normal du fœtus, où là, donc, elle est mise au repos. On dit que la vache, elle est tarie jusqu'à la naissance. Et ensuite, ça continue. On refait ça plusieurs fois. On peut le faire plusieurs fois. Alors, ça va dépendre ensuite des élevages. Des fois, on n'en fait que 3 ou 4 fois. Et la vache, on dit qu'elle est réformée. Et dans ce cas, elle va à l'abattoir. Des fois, c'est un petit peu plus.
Ça dépend. Et la gestion des mâles et des femelles en élevage intensif va aussi dépendre de si c'est une race à lait. Dans ce cas, on cherche plutôt à conserver les femelles pour la production de lait, justement, ou si c'est une race à viande, où là, on va plutôt conserver les mâles et les castrer pour faire des bœufs, qui sont engraissés ensuite pour l'abattoir. Donc lors de l'élevage, la vache n'est plus trop vue comme un animal, mais plutôt comme un objet technologique qui est utilisé au service de l'homme. Bilan du grand 3. Donc les fonctions de reproduction, elles assurent la survie de l'espèce en permettant la production de nouveaux individus, et on vient de voir qu'elles sont fortement contrôlées par l'homme. Finalement, si on récapitule le grand 1, le grand 2, le grand 3, on a donc vu qu'il y avait les fonctions de relation, avec des sous-parties, les fonctions de nutrition au sens large, et les fonctions de reproduction. Alors l'idée, ce que j'ai rajouté ici, c'est qu'on les a traitées séparément, mais elles sont en interrelation les unes avec les autres. Par exemple, la nutrition, elle nécessite donc une perception sensorielle, et cette nutrition, elle impacte la production de lait. C'est pas du tout exhaustif, c'est juste l'idée que c'est en relation, alors qu'on les a traitées séparément. Et il y a aussi donc l'influence de l'homme, avec la domestication de la vache. L'homme, il intervient à plein de moments, par exemple dans la nutrition. Il contraint la locomotion de la vache selon s'il veut la faire entrer ou pas, par exemple, et il intervient dans la production de lait ou la fécondation. On vient de le voir à l'instant. Dernière partie, le grand 4. Alors cette partie, elle est un petit peu à part. Donc on va montrer ici que les interrelations entre fonctions, c'est ce qui va permettre la stabilité du milieu interne, ce qu'on appelle l'homéostasie, ce qui permet le fonctionnement normal de l'organisme. Alors je vais commencer par une première partie de physiologie en disant qu'est-ce qu'on appelle le milieu intérieur et qu'est-ce qu'on entend par l'homéostasie. Commençons par la notion de milieu intérieur. Alors, dans un animal, il y a deux types de compartiments liquidiens. Il y a le compartiment liquidien qu'on appelle intracellulaire, ce sont les fluides qui sont donc dans les cellules, dans le cytoplasme, dans le noyau. Et il y a le compartiment liquidien extracellulaire, le clic et le clec. Ça, c'est tous les liquides qui sont en dehors des cellules. Par exemple, le plasma, par exemple, la lymphe. C'est ce compartiment liquidien extracellulaire qu'on appelle le milieu intérieur. L'ensemble de ces deux compartiments, formant bien sûr avec les structures cellulaires non liquides, l'ensemble de l'organisme. Donc le milieu intérieur, pour nous concrètement, c'est le plasma du sang et c'est la lymphe, qu'elle soit indiguée ou interstitielle. Maintenant, je vais passer à la notion d'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est un état d'équilibre du milieu intérieur qu'on a défini précédemment, d'un organisme donc, qui est caractérisé par la constance de ses caractéristiques physico-chimiques. Il s'oppose donc aux fluctuations du milieu extérieur. Alors prenons ça très simplement, par exemple la température de la vache. Elle est de 38 degrés, c'est une constante du milieu intérieur, même si à l'extérieur la température fluctue. Le pH du compartiment du milieu intérieur, donc le pH du sang et de la lymphe, il est d'à peu près de 7,4. Là aussi c'est une constance. La pression artérielle, que vous verrez vous chez l'homme l'année prochaine, pareil, elle est constante. La glycémie chez l'homme, je prends l'exemple de l'homme ici, elle est constante aussi. Bon bref, il y a plein de paramètres physico-chimiques qui sont constants au niveau du milieu intérieur de la vache ou de l'homme dans mon exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et cette notion d'homéostasie, elle est tout à fait liée à la notion de régulation. La régulation, c'est justement tous les phénomènes, c'est un enchaînement de phénomènes qui va viser à maintenir constant un paramètre. Donc, il vise à maintenir l'homéostasie finalement. Et toute rupture de cette homéostasie, ça va entraîner un déséquilibre, une pathologie. Donc après, on est du domaine de la médecine quand on est chez l'homme. Par exemple, ça peut entraîner du diabète. Donc imaginons chez l'homme, pour ceux qui ont fait la glycémie, ou l'année prochaine vous ferez la pression artérielle, l'idée d'une boucle de régulation, parce que c'est tout en bâti de la même façon, c'est qu'il y a des récepteurs qui vérifient finalement la glycémie ou qui vérifient la pression artérielle, et ils envoient donc des messages, alors ça passe par voie hormonale ou ça passe par voie nerveuse, à un centre régulateur qui lui va comparer. Par exemple, la glycémie, imaginons que ce soit 1 gramme de glucose par litre chez l'homme et que les récepteurs voient que dans le sang c'est 1,2, qu'il y en a trop en gros de glucose, et le centre régulateur lui peut comparer ceci à une valeur de référence et éventuellement donc envoyer des messages nerveux ou hormonaux via des effecteurs en fait qui vont donc agir sur, dans mon exemple la glycémie, de telle sorte qu'elle revienne à sa valeur d'équilibre. L'année prochaine, encore une fois, ce sera très bien fait sur la pression artérielle.
dans l'exemple de la pression artérielle. Vous verrez que quand la pression, par exemple, s'il y a une hémorragie, la pression, elle diminue. C'est capté par des barorécepteurs qui sont dans les parois de certains vaisseaux. Ces barorécepteurs envoient un message en direction de l'encéphale, plus précisément du bulbe rachidien. Et à cet endroit-là, donc, il y a une comparaison de cette valeur faible de pression artérielle par rapport à une valeur de référence. Et lui, donc, il envoie des messages par système nerveux et hormonal sur des effecteurs, par exemple sur le cœur, qui fait qu'il va battre plus vite, par exemple sur les vaisseaux sanguins qui vont subir une vasoconstriction, et ça va permettre de ramener la pression artérielle à une valeur qui est la valeur de référence. Donc ça, c'est la notion de boucle de régulation, qui est tout à fait liée à la notion d'homéostasie, à savoir que quand il y a une variable qui est modifiée, il y a un déséquilibre, et bien tout ça, ça se met en place de telle sorte qu'à la fin, donc, la variable revienne à son état d'équilibre. L'homéostasie est donc maintenue par ce système de boucle de régulation, et il est intéressant de voir que finalement ces boucles de régulation font intervenir de nombreuses grandes fonctions. Donc c'est ça l'idée, c'est que l'homéostasie, elle est maintenue grâce aux relations entre les différentes fonctions. Et un bon exemple que l'on peut prendre ici, parce qu'il est assez simple, c'est l'exemple de la thermorégulation. Donc la vache, c'est un animal donc, qui est un homéotherme. Elle vit donc dans un milieu qui n'est pas tamponné, le milieu aérien, mais elle, sa température est maintenue constante. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par des capteurs qui captent la température. C'est envoyé donc au centre thermorégulateur qui est ici l'hypothalamus, comparaison avec une valeur de consigne, et si jamais la température de la vache elle est trop petite ou si elle est trop grande, il y a tout un système avec des effecteurs qui se mettent en place de telle sorte que la température revienne à 38 degrés. C'est bien une boucle de régulation, et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plein de fonctions qui interviennent. Par exemple, au niveau donc des capteurs, donc là ce sont les fonctions de relation, ce sont des capteurs au niveau du tégument, des thermorécepteurs ou des thermorécepteurs de l'hypothalamus. Le traitement se fait donc au niveau de l'hypothalamus, c'est bien dans les fonctions de relation, quand on parlait du système nerveux central. Et ensuite, soit la température donc elle est trop faible, dans ce cas, ça va être quoi ce qui va se passer il va avoir donc activation du frissonnement. Le frissonnement, donc c'est une contraction à vide, et comme le rendement il n'est pas de 100%, il y a des pertes de chaleur. Et donc là, ce qui est utilisé, c'est justement cette chaleur qui est produite. Ça permet donc de rehausser la température. Il va aussi avoir donc activation mise en place donc d'une modification au niveau de la circulation, à savoir vasoconstriction des vaisseaux de la peau. Donc le sang qui est chaud ne va plus venir au contact du froid en fait, il va être gardé plutôt à l'intérieur, ce qui va permettre donc de limiter les flux de chaleur de l'animal vers l'extérieur. Et puis maintenant je vais passer, si jamais au contraire, la vache elle est à 39 degrés par exemple, et bien là aussi, il se met en place donc différents mécanismes. Alors au niveau des fonctions de circulation, là au contraire il y a une dilatation qui fait que le sang donc, il vient au contact de la surface, et le sang chaud donc il peut éventuellement, si dehors il fait moins chaud que les 39 degrés dont je parle, il va avoir un flux de chaleur donc, en direction de l'extérieur. Il peut avoir donc des déplacements aussi, tout simplement, en termes de comportement. Il peut y avoir la transpiration. Alors effectivement, la transpiration, ce sont les fonctions de relation qui interviennent au niveau des glandes sudoripares, puisque la transpiration, on l'avait vu dans le cours sur l'eau, l'idée c'est de mettre de l'eau là-dedans en surface de la peau, et que l'organisme donc, va donner de la chaleur à cette eau qui va se transformer en eau gazeuse. Et eau liquide en eau gazeuse, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Donc l'évaporation de cette eau, finalement, va permettre d'enlever de la chaleur à l'animal. La quantité de chaleur qui peut être enlevée de l'animal lors d'une évaporation de la sueur émise par les glandes sudoripares, on peut la calculer. Là encore une fois, il faut utiliser l'enthalpie de vaporisation massique qu'on avait vu sur le cours de l'eau. Et par calcul, connaissant cette enthalpie de vaporisation massique, on peut voir que par exemple, donc de l'eau liquide qui est mise en surface ici, d'une peau de mammifère, et cette eau liquide, donc, si elle se transforme en eau gazeuse, ça nécessite donc 1225 kJ, ce qui est beaucoup. Et donc l'énergie, la chaleur qui est présente ici peut être donnée, ce qui permet cette évaporation. Autre possibilité, c'est ici, en termes de fonction, il y a aussi la nutrition au sens strict, puisque par exemple, quand justement il y a beaucoup de sueur, la vache va se déplacer et va par exemple se prendre de l'eau pour reconstituer un petit peu son stock d'eau ici. Donc là, ce que l'on voit ici, c'était ça un petit peu l'idée. Pourquoi on fait ça dans la vache, c'est de montrer qu'il y a plein de fonctions de relation, plein de fonctions vitales, donc relation, circulation, nutrition dans mon exemple ici, qui permettent l'homéostasie et donc le fonctionnement normal de l'organisme. Nous pouvons désormais conclure sur ce cours.
puis tenter de généraliser ce qu'on a dit vis-à-vis des autres animaux. Alors, première chose, conclusion concernant la vache. Donc on a vu qu'il y avait différentes fonctions, 3 grandes fonctions, et donc plein de choses qui peuvent servir donc, dans les sujets d'EDS et dans l'école. Alors, première chose, c'est que ces grandes fonctions, elles reposent sur des structures qui sont adaptées. Il y a un lien structure-fonction, comme il y avait un lien structure-fonction quand on étudiait les molécules, par exemple la cellulose ou l'amidon, ou même à l'échelle cellulaire quand on étudiait par exemple la cellule du parenchyme palisadique. Deuxième chose qu'on a pu voir au cours de ce cours, c'est que la vache elle est adaptée au milieu aérien. C'est une adaptation qui se voit donc dans les modalités qui sont utilisées pour la réalisation des différentes fonctions. On a vu sur la fin que ces différentes fonctions vitales étaient en relation les unes avec les autres, ce qui permet l'homostasie, la constance du milieu intérieur. On a vu aussi que la vache, vis-à-vis de l'homme, donc était sélectionnée, domestiquée par l'homme, et qu'elle peut être vue comme un objet technologique au service de l'homme dans la production du lait et de viande. Et enfin, donc, il y a des relations intra et surtout, nous, ce qu'on a vu, interspécifiques avec d'autres organismes. Et là, c'est une transition avec le futur cours sur les écosystèmes. Alors effectivement, les relations interspécifiques, on verra dans le cours, notamment le cours 4, on peut les classer de différentes façons. Il y a les relations donc, qui ont un effet neutre pour une espèce et favorable ou défavorable pour l'autre espèce. Par exemple, alors c'est ce qu'on appelle le commensalisme, je vais les faire afficher tout de suite. Le commensalisme, donc c'est neutre pour la vache, par contre le bousier, lui, va utiliser la bouse. Peu importe, pour la vache c'est sans intérêt, mais pour lui c'est intéressant puisqu'il permet d'avoir de la nourriture et d'avoir donc un endroit pour le développement embryonnaire de ses œufs. Il y a aussi l'amensalisme, où là donc c'est neutre pour quelqu'un, ici la vache, et c'est défavorable pour l'autre espèce, par exemple des végétaux qui sont piétinés par la vache. Il y a aussi des relations à effet favorable pour une espèce et défavorable pour l'autre espèce, quand il y a un plus et un moins. La phytophagie, par exemple, c'est une relation entre deux espèces où un organisme vivant, ici la vache, se nourrit à partir d'un autre organisme, végétal vivant, par exemple le trèfle ou des poissées. C'est défavorable pour le trèfle et c'est favorable pour la vache ici. Il y a le système de prédation, qui est aussi une relation interspécifique où un organisme vivant va mettre à mort un autre organisme afin de s'en nourrir. Par exemple, l'homme, on peut dire que c'est un prédateur de la vache, quand il met à mort la vache pour s'en nourrir. Il y a enfin un troisième sous-type de relations donc à effet favorable et défavorable selon l'espèce, c'est le parasitisme. Dans le parasitisme, donc il y a un plus, il y a un moins. Ici, c'est par exemple l'exemple du ténia. Donc le ténia, c'est le parasite. En fait, il est hébergé par un hôte qui s'appelle la vache, et il vit à ses dépens au plan trophique. Alors c'est pas tout à fait comme la prédation, puisque la prédation, au niveau du parasitisme, je veux dire, l'interaction elle est plus durable. Et le parasite ne tue pas son hôte, ou du moins pas immédiatement. Troisième type de relation, ce sont les relations plus-plus, qu'on appelle le mutualisme, qui sont favorables pour les deux espèces, à bénéfice réciproque. Dans le mutualisme, il y a la symbiose, qu'on avait vu au niveau des micro-organismes du rumen, où là l'association mutualiste, elle est étroite, et elle se prolonge dans le temps, étroite spatialement et puis temporellement. Et il y a aussi la coopération. La coopération, là, c'est une association sans étroit contact et qui n'est pas durable. Alors, il y a l'exemple de l'homme. Avant d'être prédateur, donc il coopère avec la vache, on peut dire, puisque donc il récupère le lait de la vache et puis il nourrit la vache. Donc, c'est bien plus pour les deux. Sinon, un très bon exemple qu'on verra nous dans le cours O2 ou dans le cours E4, c'est par exemple l'abeille, et qui coopère avec les angiospermes, ce qui permet donc leur reproduction. Et l'angiosperme en échange donne par exemple du nectar, ce qui permet la nutrition de l'abeille. Alors, il y a aussi des sujets sur la classification de la vache. Donc là, je ne rentre pas là-dedans, c'est ce que vous avez en TP. Donc la vache, on peut la classer. La vache, c'est un eucaryote, c'est un opisthocondre, c'est un métazoaire, c'est un eumétazoaire, un triblastique, un deutérostomien. Je passe vite sur les différents critères importants. Et parmi les deutérostomiens, donc c'est un chordé et c'est un vertébré. Et parmi les vertébrés, c'est un gnatostome qui a une mâchoire, des os sevrés, ostéichtiens, sarcoptérygien, squelette des membres monobasales, tétrapode, bien sûr. Parmi les tétrapodes, c'est un amniote aussi. Et parmi les amniotes, c'est un mammifère. Donc tout ça, on l'a déjà bien vu en TP. Après, parmi les mammifères, c'est vrai que la vache est un eutérien. Elle est vivipare, c'est pas comme le kangourou ou l'ornithorynque. Et parmi les eutériens, donc nous on avait vu les glires. On n'a pas vu, mais on connaît les primates puisque c'est nous. Elle, c'est un ongulé. Donc présence de sabots. Et ongulé ruminant, parce que l'estomac est à 4 poches, il abrite tous les micro-organismes qu'on a vus au niveau du rumen, qui vont fermenter la cellulose. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut généraliser tout ce qu'on a vu chez la vache? Alors oui, on peut faire une généralisation. C'est ce qui est ici en rouge. C'est qu'effectivement, tous les animaux, ils ont un fonctionnement qui repose sur les 3 grandes fonctions. Les fonctions de relation,
puis plus tard les fonctions de nutrition et de reproduction. Donc ça concerne tous les animaux. Vous pouvez prendre les animaux des TP, la moule, le criquet, le télostéen, la truite par exemple, elle est concernée. Ils sont concernés, je veux dire. Après, ce qui va changer, c'est comment ces fonctions elles sont réalisées, les modalités de réalisation. Et là, effectivement, c'est intéressant. Parce que là, ça va dépendre du milieu de vie. Est-ce qu'il est aérien? Est-ce qu'il est aquatique? Ce ne sera pas de la même façon. Par exemple, je vais prendre juste un exemple, la locomotion. En milieu aérien, on a les membres marcheurs de la vache. Alors que quand on avait fait chez la truite, par exemple, c'était fait avec des nageoires. C'était pas du tout la même chose, c'était en lien avec le milieu, ça. Alors il y a ça, et il y a aussi un effet taxon. Alors c'est quoi le taxon? C'est dans la classification phylogénétique de fin d'année. Les taxons, c'est un groupe qui regroupe un ancêtre commun et tous ses descendants. Donc le taxon des mammifères et le taxon par exemple des insectes, ils sont bien aériens les deux. Par contre, ils n'ont pas nécessairement les mêmes structures. Il y a un effet taxon. Exemple, on va aussi prendre la locomotion. Chez les mammifères, la locomotion se fait grâce à des muscles qui jouent sur un endosquelette, alors que chez le criquet, c'est un autre plan d'organisation, c'est un autre taxon. On est malgré tout en milieu aérien, mais là ce sont des muscles qui actionnent ici un exosquelette. Et en plus, il y a des ailes. Alors je ne vais pas tout reprendre ici, parce qu'il suffit de mettre pause et de le voir, mais l'idée c'est de connaître les différentes possibilités. Selon le milieu de vie, ce sera en bleu, et selon les taxons, ce sera en vert. Alors là j'ai pris un exemple, je vais juste prendre un exemple pour aller vite. Les fonctions de relation, j'ai pris au hasard la locomotion. Dans les fonctions de nutrition, je vais prendre par exemple le plus simple, la respiration. Alors il y a un effet effectivement milieu de vie. Par exemple chez la vache, il y a des poumons, chez la truite, il y a des branchies, tout ça c'est lié au milieu. Et puis quand on a le même milieu, selon le plan d'organisation, ça va changer. Par exemple chez la vache, milieu aérien, ce sont des poumons, mais chez le criquet, ce sont des trachées. Un exemple chez les fonctions de reproduction, on peut regarder par exemple le développement embryonnaire, c'est intéressant. Donc selon le milieu, effectivement par exemple il y a un amnios en milieu aérien, chez la vache, chez les insectes aussi d'ailleurs, il n'y a pas d'amnios chez la truite. Et sur la gestation ou pas, effectivement il y a viviparité chez la vache et oviparité chez le criquet. Donc ça c'est un effet taxon on peut dire. Dernière chose que j'ai envie d'aborder dans ce cours, qui est en fait un lien avec le cours de fin d'année, le cours E4 sur la classification phylogénétique, c'est de dire que dans ce cours, on a mis en évidence des ressemblances entre les animaux. Enfin, ce cours et surtout les TP qu'on a fait. Alors, quand des structures se ressemblent, il y a deux possibilités. Soit elles se ressemblent parce qu'elles dérivent d'une même structure ancestrale, c'est-à-dire d'une même origine phylogénétique. Dans ce cas, on parle de structure homologue, on dit qu'il y a homologie. Un bon exemple, c'est quand on regarde l'œil de la vache et l'œil de la truite, ils se ressemblent. Ils dérivent en fait d'un œil ancestral, qui avait l'ancêtre commun de la vache et de la truite. Je peux dire pareil quand je regarde la colonne vertébrale de la vache et de la truite, par exemple. Donc ça, c'est un premier cas. C'est ce qu'on appelle des structures homologues. Une deuxième possibilité, c'est que des structures se ressemblent, toujours, d'un point de vue fonctionnel, mais sans dériver d'une structure ancestrale commune. Dans ce cas, on ne dit pas qu'elles sont homologues. Dans ce cas, on dit qu'elles sont analogues. Il y a analogie. Alors un très bon exemple, c'est en TP, la branchie de la moule et la branchie de la truite. Vu de loin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points communs. Mais ça ne dérive pas d'une branchie ancestrale, en fait. On a vu, donc, je vais prendre la vache cette fois-ci. Chez la vache, quand on regarde le membre chiridien, on se rend compte que le membre chiridien, il ressemble pas mal, vu de loin, aux membres des insectes. D'ailleurs, ils ont donné des noms qui sont les mêmes que chez nous. Alors, il y a une zone qui relie le membre, il y a le squelette de la cuisse, entre guillemets, il y a le squelette de la jambe, ici le tibia chez l'insecte, et puis il y a tout le squelette du pied. Ça se ressemble, c'est une analogie en fait, mais ce n'est pas du tout une structure ancestrale commune qui a donné le membre chiridien et le membre des arthropodes, comme le membre des insectes ici. Autre exemple, quand je regarde les appendices donc buccaux au niveau des insectes en TP, je me rends compte qu'au niveau de la mandibule, par exemple, il y a une partie molaire et une partie incisive. Ça ressemble pas mal aux incisives et aux molaires en termes de fonctionnalité qu'on a pu voir chez la vache. Encore une fois, ce n'est pas une structure ancestrale commune ici qui a donné chez les insectes ça et chez la vache ceci. Donc ça, c'est une analogie. Alors pourquoi ça se ressemble? C'est quoi les causes de ces ressemblances? En fait, c'est la sélection naturelle qui a produit des adaptations qui sont semblables pour un milieu ou pour un mode de vie. Ici, c'est un mode de vie, c'est la façon de se nourrir d'herbes, par exemple ici. Ceci dans des organismes de lignées différentes. Dans ce cas, donc, l'analogie, on parle de convergence évolutive. Ce sont des exemples qu'on a vus ici. On verra dans le cours 4 des exemples de réversion.